Bien, bonsoir. Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue au nom des Semaines sociales de Rueil et du Mont Valérien. Donc, je m'appelle Benoît Vallat et je suis l'un des administrateurs de cette association qui est une antenne locale des Semaines sociales de France. Merci à chacun d'entre vous d'avoir répondu à notre invitation, que vous soyez dans cette salle ou à distance, effectivement, via Zoom. Et merci à la ville de Rueil, à la mairie de Rueil, d'avoir mis à notre disposition cette belle salle de l'auditorium Jacques Baumel. La vocation des Semaines sociales de Rueil, la vocation des Semaines sociales de manière générale, c'est d'être un lieu de réflexion et de dialogue en vue de l'action et pour le bien commun dans l'esprit de la pensée sociale chrétienne. Cette question donc des menaces sur la démocratie est bien dans le champ de nos activités et elle nous semble à la fois très importante et terriblement d'actualité. Les observations et analyses indiquent en effet que les pratiques démocratiques reculent dans le monde et que la France n'est pas à l'abri. Alors nous avons choisi pour traiter ce sujet deux intervenants remarquables, bien sûr, M. Jean-Louis Bourlange et l'amiral Pascal Hausseur, et je vais les présenter dans un instant. Nous vous avons remis à l'entrée, pour ceux qui sont présents dans cette salle, un petit livret dans lequel se trouve un feuillet détachable qui vous permettra de poser vos questions par écrit. Aux intervenants tout au long dès qu'elles vous viennent au long de cette soirée. Donc n'hésitez pas à vous signaler en agitant votre petit papier pour que nos camarades puissent aller les récupérer. Elles seront ensuite consolidées pour les poser à nos intervenants. Ceux qui nous suivent par Zoom peuvent faire de la même manière, bien évidemment de manière électronique, par le forum de discussion sur notre fil Zoom. Dominique et Olivier, qui sont à la table des questions, et merci de leur présence, les reformuleront pour nos deux intervenants. Alors, notre soirée sera structurée sous forme d'une table ronde, qui sera d'1h30 environ, et qui sera suivie précisément de cette séance de questions-réponses. Alors, Monsieur Bourlange, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un homme politique, mais vous êtes aussi professeur à Sciences Po et essayiste. Ancien homme politique, ancien professeur, et ancien tout court. Vous avez été député européen pendant une longue période, pendant 4 législatures. Oui. Et vous avez notamment présidé la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen. Vous avez été aussi député français entre 2017 et 2024 et vous avez à ce moment-là présidé la commission des affaires étrangères de notre Assemblée nationale. Vous êtes, alors selon vos propres termes, je crois, et je prends un petit risque, un homme de conviction, mais un homme de conviction libérale, sociale et européenne. Et vous êtes plus que familier avec la pensée sociale chrétienne. Notre premier échange au téléphone était au lendemain de l'élection de Léon XIV et j'ai pu constater que vous étiez effectivement sans doute même plus affûté que nous-mêmes sur ces questions de doctrine sociale chrétienne. Et c'est donc bien sûr pour cette expérience et pour vos convictions que nous sommes très heureux de vous avoir ce soir et de vous écouter. Amiral, Jean-Pascal, bonsoir. Bonsoir. Vous avez eu une remarquable carrière au sein de la Marine nationale. D'abord dans les forces de surface, aéronavales et anti-aériennes, où vous avez notamment eu quelques commandements dans des situations de crise. Puis à un niveau plus politico-militaire, dans les relations internationales, vous avez été notamment chef du cabinet militaire du ministre de la Défense. Et vous avez été aussi préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord. Mais aujourd'hui, vous dirigez ce qui s'appelle la FMES, donc qui est un think tank.
en français un centre de recherche sur les questions géostratégiques et qui s'intéresse plutôt au sud de la Méditerranée. Sud de l'Europe. Au sud de l'Europe. Au voisinage sud de l'Europe. Oui, l'Europe. pardon, pas sud de la Méditerranée, mais sud de l'Europe. Vous avez une analyse affûtée sur notre modèle européen et sur son caractère universaliste ou non. On y reviendra, je pense. Et bien sûr, votre expérience et votre analyse, votre vision surtout pour nous aider à sortir un peu de de notre précaré français va nous être très utile ce soir. Voilà, pour remercier nos intervenants de leur présence ce soir, je vous propose de les applaudir chaleureusement. Alors avant de leur laisser la parole, je voulais simplement présenter le constat que nous avons fait, que nous avons partagé dans la petite note préparatoire à notre soirée qui était disponible sur notre site internet. Le constat, c'est que la démocratie recule dans le monde. Donc, l'université de Göteborg en Suède publie chaque année un rapport sur l'état des pratiques démocratiques dans le monde, qui est basé sur plus de 500 indicateurs. Le régime politique de chaque pays y est classé sur une échelle qui passe progressivement de l'autocratie à la démocratie. Et le dernier rapport de 2025 dresse en fait un constat assez alarmant. Sur 179 pays étudiés, 88 seulement, donc moins de la moitié, sont estimés démocratiques, ce qui est le chiffre le plus faible depuis 1996. Quand on regarde non seulement le nombre de pays, mais la part de la population, les chiffres font encore un petit peu plus peur. Entre 2004 et 2024, la part de la population mondiale qui vit en autocratie, elle est passée de 49 à 72%. Pendant que la part de celles vivant en démocratie est passée de 51 à 28%. Et aujourd'hui, l'étude estime que 38% de la population mondiale vit dans un pays en voie d'autocratisation, qui est peut-être encore formellement dans une situation démocratique, mais en voie d'autocratisation, avec dans ces pays des restrictions qui s'accentuent sur la liberté d'expression, sur l'équité des élections, sur la liberté d'association ou sur le respect de l'État de droit. Ça, c'est à l'échelle mondiale. En France, un bon observateur, c'est la Fondation du Camp d'Émile, qui a mis au point, avec des chercheurs du CNRS, un indice d'analyse et d'alerte républicaine et démocratique, qui repère en fait les étapes que l'on observe historiquement dans les montées du totalitarisme. Et cette fondation du Camp d'Émile identifie 3 étapes qui succèdent. La première, c'est l'émergence d'un extrémisme identitaire qui se développe sur un terreau de préjugés et de tensions sociales. Deuxième étape, un passage de la démocratie à un régime autoritaire. Et troisième étape, l'extension des persécutions et des menaces contre tous. Alors, la fondation du Camp d'Émile situe la France à mi-chemin de la deuxième étape. Qui est marqué par la perte de repères, le rejet des institutions, la radicalisation et le désordre, et qui pressent qu'une suite potentielle pourrait être la fin de l'état de droit et le contrôle des libertés et des médias. Alors, ces observations qui résultent d'une démarche scientifique sont confirmées, on le voit bien, à la fois par des tendances illibérales qu'on constate en Europe dans un certain nombre de pays, Pologne, Hongrie, Slovaquie. Elle est confirmée bien évidemment par tout ce qu'on voit se passer aux États-Unis depuis l'élection la réélection de Donald Trump. Et puis on la constate aussi par l'état d'esprit des Français quand on les interroge sur leur confiance dans un certain nombre de fonctionnements de la démocratie. Donc, leur confiance aujourd'hui dans les institutions nationales européennes est faible, elle est entre 20 et 40%. Dans les partis politiques, elle est très faible, puisqu'elle n'est que de 16%, dans les médias de 31% et dans la justice de 44%. Voilà, donc une perception, une confiance qui, en fait, dans la réalité, est plutôt une défiance vis-à-vis des différentes institutions de notre système politique. Voilà, conclusion, le constat est celui on va dire, d'un désenchantement
ou d'une désillusion démocratique. Voilà l'introduction. Je me tourne maintenant vers nos intervenants avec une question bien évidemment très large, qui est, en commençant par Monsieur Bourlange, est-ce que ce constat tel que je l'ai décrit, vous le partagez, et surtout, quelles sont selon vous les causes de cette désillusion démocratique, plus particulièrement en France et bien sûr de manière plus large en Europe? Oui, ça marche. Oui, ça marche. Oui, bien sûr que je souscris. Comment ne pas souscrire à ces observations qui sont tout à fait fondées. Les origines, c'est très complexe. Je pense que il faut d'abord voir les conséquences du choc énorme qui a été la victoire de l'Occident face à l'Empire soviétique il y a maintenant 35 ans. C'est assez central. L'Occident a gagné par chaos contre le régime soviétique. Ils en ont déduit qu'ils étaient meilleurs. Ils n'ont pas vu qu'en réalité, c'est l'Empire soviétique lui-même qui s'était effondré sous l'effet de ses contradictions et de ses faiblesses. Mais il y a eu une conséquence très notable et très nocive qui a été formulée notamment par Francis Fukuyama, qui a théorisé à ce moment-là la fin de l'histoire. C'est-à-dire l'idée que l'histoire, dans une démarche un peu hegelienne, était parvenue à son terme et que le temps du libéralisme démocratique était venu. Du coup, tout ce qui avait été notre organisation de solidarité intérieure et de résistance extérieure par rapport à l'Empire soviétique a disparu. Il y avait le sentiment d'une sorte d'idéologie générale, démocratique, qui se manifestait partout: libération de l'Afrique du Sud, libération des démocraties de l'Est européen, évolution de la Chine sous l'impulsion de Deng Xiaoping, évolution évidemment de la Russie, et donc on a eu le sentiment que c'était idéologiquement gagné. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont eu besoin de trouver un autre marqueur. Et ce marqueur, ça a été un marqueur identitaire confus d'ailleurs, parce que c'était à la fois la nation, la région, la petite commune, la ZAD, mais les gens se sont repliés, non pas, ils ont cessé de répondre à la question « que penses-tu et que veux-tu faire ?» et ils ont substitué à ça la question « d'où viens-tu et pourquoi es-tu différent de moi ?» Et ça a conduit, c'est une des grandes causes de la fragmentation fondamentale et de la baisse de vigilance solidaire en matière de défense, en matière de protection des libertés, de sécurité. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il faut bien voir que nous sommes entrés dans un cycle extrêmement difficile pour les grandes religions ou pseudo-religions collectives. La religion communiste s'est effondrée à ce moment-là. Or, c'était pour de nombreux peuples, et au sein de la société française, ça avait déjà un peu disparu, mais ça restait quand même comme un grand marqueur de solidarité ouvrière dans l'apprentissage d'un monde nouveau. Ceci a disparu complètement. Et les gens, les ouvriers sont devenus moins nombreux, ont été concurrencés par d'une manœuvre venue de l'étranger, notamment d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, qui fait qu'on s'est ressenti, les gens se sont ressentis isolés, repliés sur eux-mêmes, en même temps que se développer, compte tenu des mauvaises conditions dans lesquelles se faisait
l'intégration des immigrés, une relation de sécession intérieure de la part d'un certain nombre de gens. La religion chrétienne a été la grande perdante au cours des 30 dernières années, que ce soit en termes de fréquentation messalisante, de vocation, de pratique des sacrements. On a eu véritablement un recul extrêmement important, coïncidant avec la fin d'une paysannerie nombreuse. Le christianisme, l'Église, était très puissante, notamment sur les campagnes, et elle avait éduqué, organisé, syndicalisé les masses paysannes qui se sont déversées, étaient maintenant déversées sous forme de classe moyenne, tout à fait au sein de notre société. Le troisième chose qui me paraît très importante, c'est la fin d'une croissance forte, la fin des 30 Glorieuses, qui était quand même un grand mythe solidaire. Les Françaises et les Français travaillaient, gagnaient plus et imaginaient pour leurs enfants, à juste titre, un avenir meilleur que celui qui avait été le leur. On n'a pas eu de recul du pouvoir d'achat, contrairement à ce qu'on dit, on a eu un tassement du pouvoir d'achat, mais l'enrichissement, le progrès individuel, le progrès familial a cessé d'être une véritable ambition dans un monde qui était effectivement soumis à la concurrence et à la remise en cause d'un certain nombre de droits acquis. Enfin, je ne suis pas exhaustif, et je crois que je distingue des éléments importants, il y a la révolution technologique. Je crois qu'on n'imagine pas à quel point cette révolution est perturbatrice. Elle est évidemment nécessaire, à bien des égards bienfaisante, là n'est pas la question. Mais elle a entraîné une rupture totale de compréhension une rupture du niveau de compréhension entre les générations. Les pères ne savaient plus, ce sont les enfants qui savaient, les enfants investissaient un univers qui n'était pas connu, compris de leurs parents. Et cette révolution technologique était en plus soumise à un rythme extrêmement rapide et propre à entraîner une sorte d'angoisse, d'inquiétude de chacun devant une montée qui était insurmontable. Tout ça a provoqué, et en plus, dernière chose, la fausse victoire idéologique concrétisée par l'effondrement de l'Union soviétique nous a fait croire, comme je le disais au début, que nous étions des universalistes, les seuls, que nous étions non seulement des universalistes, ce que nous sommes, mais que nous allions conquérir le monde, et que tout le monde se référait à ça. On a appris qu'il en était autrement. Les Twin Towers, la révolution islamiste, le durcissement chinois, le repli poutinien ont montré que le monde était désormais fragmenté et que l'idéologie qui était la nôtre, à laquelle nous sommes attachés et nous devons rester attachés, était peut-être universalisante dans ses ambitions, mais elle n'était pas universellement reconnue par les autres. Alors tout ça compose un paysage extrêmement inquiétant, extrêmement angoissant, dans lequel les hommes et les femmes se sentent seuls, se sentent démunis, ne sont plus liés à un certain nombre de solidarité et d'assurance et de sécurité qui étaient les leurs antérieurement, et ça provoque effectivement une décomposition très très profonde du lien social, avec montée donc de l'individualisme, remplacement à gauche de l'aspiration à la justice par la volonté de ressentiment, à droite par la substitution de la crainte, de la peur de l'avenir des autres à la fidélité. La droite c'était la fidélité, la gauche était la justice, la droite est devenue la crainte et la gauche est devenue le ressentiment. Et le centre avait une vocation à la synthèse et ça tente à devenir une sorte de marée un peu glauque. Donc tout ça est très grave et je crois que derrière ce que nous observons
à la fois le recul du droit public international, la dislocation de la communauté internationale, la fragmentation, l'archipélisation de la France, la disparition de toutes les institutions de synthèse, comme les partis politiques par exemple, ou les syndicats, qui ne sont plus que des chambres, des catégories, créent effectivement une société liquide, une société inquiète, une société qui est facilement guettée par le goût de la violence, la crainte de l'autre et le rejet. Donc je crois, pour répondre à votre question de façon assez pessimiste, je reconnais, je crois que les causes de la crise démocratique sont extrêmement profondes. Merci. Pascal Osseur, de votre côté, comment est-ce que vous analysez cette désillusion démocratique en Europe, bien sûr, mais aussi qu'on constate largement au-delà de l'Europe. Donc, comment est-ce que vous l'analysez? Oui, alors je suis un peu embêté parce que je suis assez d'accord avec ce que vient de dire M. Bourlange, ce qui est embêtant. On n'est pas obligé de se déchirer. Hein. Non, mais bon, c'est pour créer un débat, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je vais tenter de glisser quelques incises qui peut-être nuanceront ou en tout cas marqueront des points qui me semblent pour moi importants. Je pense que la démocratie, c'est une crise de la modernité. La démocratie moderne, c'est l'Europe. Ce qui me fait dire d'ailleurs, pour répondre à la toute dernière question, c'est que la désoccidentalisation du monde, qui est la déseuropéanisation du monde, va avec, logiquement, la démocratisation du monde. Parce que c'est le modèle européen qui est rejeté. Bon. Et je reviens sur l'idée. Ce modèle européen, cette démocratie, fondamentalement européenne, c'est fondée sur les Lumières, sur la modernité, sur tout un mouvement très long, très ancré, qui fait que tout ça s'est fait très progressivement. Et je suis tout à fait d'accord avec l'idée que après la Deuxième Guerre mondiale et après l'accélération de la chute du mur, les choses se sont emballées. Et cette modernité est devenue une hypermodernité. Et moi, je pense qu'il y a un sujet avec l'hypermodernité. C'est-à-dire que les modernes se sont créés sur le rejet des guerres de religion, sur le rejet des guerres de nobles, bref, sur le rejet dans la tripartition de Platon, le cerveau, l'idéologie, la religion, le cœur, l'amour-propre, la fierté, le rang, et le ventre, l'intérêt. Les modernes se méfiaient de la religion et se méfiaient du cœur et finalement ont tout organisé progressivement, bien sûr, sur l'intérêt. Et derrière cet intérêt, la matérialisation de tout ça, c'était le commerce. Et le 19e siècle, depuis le 18e, le 16, le 17 et le 18e, et puis surtout le 19e siècle, a généré, et pour moi la démocratie européenne est quand même l'aboutissement de ce processus intellectuel. Et ce qui me frappe, c'est qu'après la fin de la dernière grande idéologie, qui était le marxisme, alors là, les choses se sont déchaînées. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'idéologie, il n'y avait plus de questions d'amour propre, il n'y avait plus que du business. Et on a tout organisé autour du business. Et en fait, la mondialisation économique a commencé des années 80, un peu avant la chute du mur, mais en fait, elle a participé d'ailleurs à la chute de l'Union soviétique, qui avait raté le coche du développement Internet et de la mondialisation, donc porté Thatcher, Reagan et tout le libéralisme économique. Bref, les 40 dernières années, c'est des années où l'alpha et l'oméga de l'activité humaine est l'économie. Et d'ailleurs, tout le monde trouvait ça très bien, parce que du coup, il n'y a plus de problème de guerre. Pourquoi faire la guerre à son... D'ailleurs, Montesquieu l'avait théorisé, le doux commerce. Donc, pourquoi faire la guerre à son fournisseur ou à son client? Il n'y avait plus de problème d'idéologie, il n'y avait plus de problème de religion, il n'y avait plus de problème même d'État. On fait de la gouvernance pour régler les flux économiques de façon la plus subtile possible. Il n'y a plus de politique, il y a de la gouvernance, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de raison de faire de la guerre. Moi, quand je suis rentré dans la marine en 81, autour de moi, tout le monde me disait « Mais pourquoi tu rentres dans l'armée? C'est fini, il n'y aura plus jamais de guerre, c'est le passé. » Et je pense que, d'abord, ça n'a pas été ma réalité, puisque moi, toutes les années 80, 90, 2000, et puis ça va de mal en pis, comme vous le savez, la guerre est fondamentalement, la violence est intrinsèque à l'être humain. Et moi, je crois que là, il y a un premier dysfonctionnement, c'est un mal-être
de gens qui qui sentent que les modèles que nous proposons ne répondent pas à leurs aspirations profondes. L'être humain est un être plus complexe que le simple fait du commerce et et matériel. Je pourrais l'illustrer très facilement sur la façon dont on est regardé vu de l'extérieur. Alors, pour les sociétés africaines, les sociétés du Moyen-Orient, que je fréquente quasi quotidiennement, c'est quelque chose qui nous reproche clairement, notre matérialisme et notre obsession du commerce et qui raccroche au modèle démocratique qu'on évoque. Le deuxième point, vous l'avez très bien évoqué également, c'est pour faire une démocratie, il faut qu'il y ait une communauté humaine qui s'organise de façon politique avec suffisamment de solidarité et de conscience de sa propre communauté, de la réalité de cette communauté, pour que chaque personne ait le même poids, le même vote déjà, le même poids dans le même vote et la même valeur. C'est la fameuse égalité des conditions que Tocqueville avait identifiée comme le ferment numéro 1 de la société démocratique. Donc c'était en 1830, donc c'était vraiment tout aux prémices, en tout cas des premières démocraties. Et ce lien social, comme vous l'avez dit, mais moi je suis tout à fait convaincu, c'est une réalité. Ce tissu social, il s'est complètement délité, pardon. À la fois parce qu'on n'en a pas besoin pour faire du business, et que finalement pour faire de l'économie, si on est tous des agents économiques, on est tous interchangeables. Et finalement, vous vous rappelez de ce livre peut-être de Thomas Friedman qui disait le monde est plat. C'était dans les années fin des années 90. Vous voyez d'ailleurs un ballon. C'était un globe aplati. Il commence son livre en disant quand vous prenez une hotline, comme on dit en bon français, la personne qui vous parle quelquefois avec un accent français, etc., ça peut être quelqu'un à Bangalore qui a pris l'accent français, qui vous répond, qui vous explique comme il y a une télévision qui fait très beau, fait chaud actuellement, alors qu'en fait ça n'a rien à voir. Bref, il dit qu'il soit à Bangalore, à Shanghai ou à Plou Neves le Christ, c'est la même chose. Le monde est plat, nous sommes tous interchangeables, c'est ça le nouveau monde. Et cette interchangeabilité, c'est aussi une indifférenciation de tous les acteurs. Et ça, on pensait que ça pouvait créer, d'ailleurs Thomas Friedman, c'est un enthousiaste, donc il considère que tout ça va plutôt dans le bon sens, puisqu'on est tous citoyens du monde, on est tous interchangeables, bon, très bien, et parfait, et donc trouvons chacun notre niche dans ce monde, mais évidemment ça suffit pas à l'être humain, il a besoin de relations humaines, il a besoin de se sentir proche de son voisin de palier, et dans un monde où finalement vous êtes plus proche de quelqu'un qui est à Bangalore que quelqu'un qui est en bas de chez vous, et puis grâce au réseau internet, finalement vous passez votre vie à Raqqa, et vous êtes beaucoup plus en phase avec les gens de Raqqa que les gens qui sont de vos voisins de palier. Ce tissu social n'existe plus, et donc pourquoi considérer que votre voisin a le même poids que vous, et pourquoi payer des impôts pour lui, et pourquoi voter pour lui? Et moi je suis militaire, comprenez que cette notion, j'étais militaire, mais je me suis resté dans mon logiciel, parce qu'au bout de 40 ans, ça laisse des traces. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi mourir? Même les marins sont des militaires, c'est ça. Oui, absolument. Pourquoi mourir pour lui? Et cette notion de communauté de destin, cette notion donc, qui s'appuie sur plein de choses, qui est très complexe à définir. Qu'est-ce que c'est qu'une nation? C'est beaucoup de choses. C'est une histoire, une culture, un projet commun, une adhésion de tous les jours, disait Renan. Bon, voilà, c'est en fait une représentation intellectuelle, mais si elle n'existe plus, parce qu'elle n'a pas de fonction économique, et que finalement tout ça c'est des vieilles histoires, eh bien le système ne marche plus. On a construit notre modèle sur le rejet, nous Européens, sur le rejet de la religion, sur le rejet de la nation, sur le rejet du rapport de force. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est le retour de tout ça. Par l'extérieur, d'ailleurs, ça nous revient en boomerang. Et du coup, on est perdu, et notre modèle avec nous. Donc oui, mon constat est assez pessimiste également, mais je pense que la faiblesse est au moins intrinsèque, c'est-à-dire que nous sommes les héritiers d'un modèle dont nous n'avons pas su gérer l'évolution. Et que cette évolution est dysfonctionnelle, et c'est pour ça qu'elle crée un mal-être et que les gens n'y croient plus. Ni en interne, et alors encore moins
à l'extérieur. Et sur donc vous avez l'un comme l'autre bien identifié cette question de la fragmentation de manière générale comme étant une cause fondamentale. On a l'impression aussi que notre modèle démocratique est en crise parce qu'il y a une vraie crise de la représentativité et de la légitimité dans le fonctionnement dans notre fonctionnement. Est-ce que vous partagez ce point de vue, M. Bourlange? Moi, je crois que nous vivons une crise très réelle de la démocratie représentative, c'est-à-dire une crise de la délégation. Montesquieu avait dit que la démocratie, ça ne consiste pas à ce que les gens exercent le pouvoir. Ça lui semblait être, et ça me semble aussi d'ailleurs, à moi, une utopie fondamentale, et ça consistait à ce que les gens choisissent ceux qui exercent le pouvoir, les contrôlent, les renvoient, les renouvellent, et ça, ce partage des rôles nécessaire, parce que la politique, c'est quand même les décisions publiques, c'est pas simple à prendre. Ça ne se réduit pas à un oui ou à un non à une question référendaire. Ça ne se réduit pas à un problème isolé de tous les autres. Toute chose étant égale par ailleurs est un faux principe en politique. Et ça demande, et ça exige de gérer des attentes idéologiques et d'intérêts extrêmement différentes et qui sont tendance à s'affronter. Donc si on veut éviter une sorte de rupture totale dans les décisions publiques, l'incohérence et puis le fait de braquer un certain nombre de catégories, il faut effectivement que les gens qui s'en occupent soient profondément spécialisés. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent avoir fait les normes. Moi, j'ai toujours été frappé, par exemple, du fait que les membres du parti, les députés du Parti communiste étaient hyper compétents. C'est une question simplement de disponibilité, de concentration sur un sujet, de loisir, la possibilité de consacrer à des décisions des moments très importants. Alors, ceci est profondément contesté par l'idée que la démocratie, c'est moi. On a hésité, on a eu la souveraineté nationale, la souveraineté populaire. Mais en réalité, la tentation fondamentale aujourd'hui, c'est la souveraineté individuelle. Une décision n'est pas légitime si je ne l'ai pas cautionnée moi-même, ce qui donne lieu à des propositions, à mon avis, tout à fait inopérantes sur le référendum populaire, sur les consultations citoyennes qui sont de faux remèdes à un vrai problème. Mais l'idée... Vous y êtes très opposé. Comment? Vous y êtes très opposé. Oui, j'y suis opposé. Enfin, je crois surtout que c'est totalement chimérique. Parce que je crois profondément que le problème, il est là. Il est une décision n'est pas légitime si je ne l'ai pas, moi, individuellement, cautionnée. C'est une tendance, évidemment, j'exagère, c'est une tendance asymptotique, mais c'est une tendance réelle dans l'opinion. Regardez par exemple la crise du deuxième tour. Naguère, on estimait qu'on émettait un vote préférentiel au premier tour, et puis on voyait ce qui restait, et on votait pour le candidat avec son programme qui représentait le second tour. Maintenant, plus du tout. Le candidat qui est élu, regardez le président Macron qui avait été élu avec une très bonne majorité en 22, non. Il abuse de son pouvoir s'il applique son programme. Parce que moi qui l'ai élu au second tour, tout simplement parce que mon candidat n'est pas passé, eh bien, je n'ai pas voté pour ce programme, et donc il ne doit pas être appliqué. J'ai voté pour éviter le programme d'un autre. Ça, c'est un signe extrêmement clair de méfiance, et ça donne, à mon avis, des comportements qui sont extrêmement graves en termes de mise en cause de la légitimité démocratique. Par exemple, le Parlement, on trouve normal actuellement de faire ce qu'on appelle en anglais du flibustering, c'est-à-dire de l'obstruction, sans aucune raison. Pourquoi déposer 2000 amendements? Vous êtes LFI, vous êtes n'importe qui, vous déposez des milliers d'amendements
pour empêcher les autres de délibérer, parce que c'est pas votre idée qui est en cause. Et donc vous préférez qu'il n'y ait pas de décision. Et ça, c'est une crise extrêmement sournoise, extrêmement profonde, et à laquelle on n'a pas apporté des solutions, et notamment le Parlement français, l'Assemblée nationale en particulier, n'a pas du tout pris la mesure du problème et ne s'est pas organisé pour être elle-même, cette Assemblée, le lieu où se confronter, où s'ajuster les volontés et les aspirations et les ambitions de ce qu'on appelle les acteurs de la société civile. Le Parlement s'est refermé, s'est replié, c'est une sorte de tour d'ivoire qui ne serait pas en ivoire, et ça c'est extrêmement grave. Et je pense que la raison centrale, c'est qu'il y a un manque de reconnaissance, de légitimité à un pouvoir élu dans des conditions pourtant parfaitement démocratiques. Ce pouvoir, je ne l'ai pas voulu, ce n'est pas moi, ce n'est pas le mien, les décisions qui comptent, c'est celles que je dois appliquer. D'où le mythe de la démocratie participative, c'est-à-dire l'idée que, en réalité, la bonne décision, c'est celle à laquelle je participe et à laquelle je souscris, ce qui est évidemment faux. Le vrai problème de la démocratie n'est pas là. Le problème de la démocratie, c'est d'avoir une délégation de pouvoir suffisamment précise, suffisamment limitée, dans le temps, dans les compétences, suffisamment soumise à des contraintes juridiques, à la règle de l'alternance, à la répartition des pouvoirs entre les collectivités territoriales, le niveau national, le niveau européen, entre les autorités judiciaires, les autorités exécutives, les autorités législatives. Tout ça, c'est chaque fois des pouvoirs particuliers qui, eux, doivent être organisés et exercés d'une façon rigoureuse, mais tout ça est en fait balayé par l'idée que, de toute manière, la bonne décision, c'est celle à laquelle j'ai apporté mon consentement et aucune autre. Ça, c'est une tendance, c'est la conséquence ultime de l'individualisme, et c'est une conséquence extrêmement perverse. Oui, alors, j'ai une petite nuance, donc c'est bien, parce que je vais pouvoir... je pense que bien sûr que l'individualisme, j'adhère à tout ce que vous venez de dire sur l'individualisme. En gros, les électeurs ne sont pas à la hauteur. Ok. Mais enfin, en tout cas, ils n'ont pas bien compris et ils n'acceptent pas de ne pas être partie prenante personnellement de la décision politique. Moi, je crois surtout, et c'est valable pour tout le monde occidental, il y a une coupure très nette entre les élites et la population. Et je la relie à ce que j'ai dit tout à l'heure. Depuis au moins 40 ans, peut-être un peu plus, un demi-siècle, le système s'est emballé et en se focalisant sur le phénomène, sur l'économie, sur le commerce, en abolissant les frontières, en rendant caduque la notion même de citoyenneté et même d'État et de responsabilité politique, et finalement, au bout du compte, les gens se sont rendus compte, même si globalement ça a profité à beaucoup de monde, parce que l'économie, la croissance générale, le monde entier a globalement profité de ce système, il y a quand même eu le sentiment qu'il y en avait qui en profitaient beaucoup plus que les autres. Et donc ce système, qui avait des tas d'avantages, mais qui avait un certain nombre de défauts, et notamment le délitement du tissu social, de la cohésion nationale, de la solidarité, du fait national, du fait communautaire, eh bien, il y en a qui le vivaient très bien, parce que finalement, partir à Londres, partir en Australie, envoyer ses enfants faire ses études au Canada, c'était facile. Et puis si un jour tout partait à volo, moi je prends l'hélicoptère et je refais ma vie à Sydney. Et puis il y en a qui peuvent pas faire ça. Il y en a qui sont arrivés à l'endroit où ils sont, et il n'est pas question pour eux de partir à l'autre bout du monde si tout part à volo. Et s'il n'y a plus de solidarité, s'il n'y a plus de communauté, s'il n'y a plus de nation, s'il n'y a plus de sentiment très fort, de solidarité, de destin commun, eh bien ils sont perdus. Et quand ils voient leurs chefs, et notamment les responsables politiques, qui font partie quand même des élites, se frotter les mains en disant finalement tout ça c'est très bien, le monde va dans le bon sens, eh ben il y a un hiatus, c'est clair. Il y a un hiatus, et ce hiatus il n'est pas propre à l'organisation française, parce que, une fois encore,
On l'a en Angleterre, on l'a aux États-Unis, on l'a dans tous les pays européens, et plus ils sont intégrés d'ailleurs dans la mondialisation, plus c'est le cas. Ce qui est intéressant, c'est c'est moins le cas dans les pays asiatiques intégrés dans la mondialisation. Donc il y a peut-être quelque chose de très européen là-dedans. Ça demande à être un peu affiné. Mais en fait, qu'est-ce qu'on aboutit à des sociétés clivées, avec un manque total de confiance des populations vis-à-vis de leurs élites, et on pourrait trouver le système qu'on veut, de toute façon. Cette confiance ne se décrète pas, elle se suscite. Et aujourd'hui, on a un problème pour susciter la confiance auprès des populations. Et donc, perception que la démocratie ne répond pas ou ne répond plus aux attentes de justice sociale d'une part et de sécurité d'autre part. Perception que les objectifs des patrons, enfin des patrons du monde, hein, des patrons de la société, donc pas seulement les politiques, hein, mais, les objectifs de l'élite ne sont pas les mêmes, ne concernent pas ou n'intéressent pas ou n'ont pas pour vocation de faire progresser l'ensemble de la communauté nationale, puisque la communauté nationale est un truc archaïque qui n'a plus vraiment lieu d'être. Aujourd'hui, en gros, on vous donne les moyens. Le président Macron l'a dit un jour en disant « Moi, mon métier, c'est de donner à chacun des citoyens français les moyens de se débrouiller tout seul et d'être autonome. » Je suis désolé, pour moi, je parle en tant que citoyen et en tant que responsable militaire, j'attends pas ça de mon président de la République. C'est bien plus que ça. Le métier, c'est de créer une communauté nationale solidaire, performante, bien sûr, mais suffisamment solidaire pour que dans les coups durs, eh bien, les gens s'épaulent et que la communauté nationale, dans son ensemble, s'en sorte mieux que si on faisait une autre politique. Et je pense que les gens sont d'autant plus sensibles à cette fragilité, d'abord qu'ils sont en bas de l'échelle sociale, premièrement, et que d'eux, ils sentent très bien que le temps, la météo est plutôt mauvaise, et que les choses vont plutôt se durcir, et donc que la solidarité, ils vont en avoir besoin. Et ils le sentent plus ou moins confusément, mais de façon quand même très nette. Et ils se disent, les patrons, ils partiront dans leur hélicoptère, et ils vont disparaître, et ils vont nous laisser en plan avec la guerre, la crise, je sais pas quoi, la violence, le chômage, la désertification, enfin tous les problèmes qui sont les nôtres. Et je pense que là, c'est une affaire de confiance et c'est une affaire il faut, à mon avis, le point faible, c'est recréer une communauté politique. Alors, bon, je l'appelle nationale parce que la marine nationale, donc voilà, c'est peut-être marqué par mon métier, mais une communauté nationale. Et bien sûr, on sait tous ce que ça veut dire le nationalisme, et donc on comprend très bien que tout ça a été un peu mis. On a voulu s'en éloigner, mais je pense qu'on ne peut pas faire de démocratie si on n'a pas un groupe politique, un groupe humain, qui se reconnaît en tant que tel, comme destin partagé, et à ce moment-là, on se dote des outils politiques pour pouvoir régler de plus ou moins bien ces destins partagés. Moi, en vous écoutant, j'ai quand même l'impression que si ma grand-mère avait de la barbe, ce serait mon grand-père. Parce que, évidemment, vous avez tout à fait raison, mon amiral, mais si ce que vous dites se passe, le problème serait résolu. Or, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment, par quel biais, recréer cette communauté nationale. C'est une entreprise de très longue haleine, c'est une entreprise qui demande des efforts institutionnels, des efforts culturels, une remobilisation de l'éducation nationale, une transformation des relations sociales. Regardez la façon misérable dont actuellement ce débat, on est dans une crise mondiale et géopolitique de première importance, avec des risques très importants pour la planète, et on est en train de discuter de savoir si cette semaine le gouvernement Bayrou va tomber ou pas. C'est quand même, ça va pas du tout. Pourquoi tomberait-il? Pour des raisons obscures liées aux intérêts des uns et des autres, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition. Il y a un hiatus très profond. Regardez, on est en train de discuter des retraites en des termes absurdes. Il y a certainement des systèmes à évoluer, à mettre au point qui sont plus intelligents que la réforme qu'on a faite, mais on a des partenaires sociaux qui, pour des raisons, estiment que sont encore, et des partis politiques qui disent oui, il faut revenir à 62 ans ou à 60 ans. On est donc dans une irréalité très profonde, dans
d'une incapacité. Ça m'a frappé depuis la dissolution. Depuis la dissolution, tous les problèmes fondamentaux du pays sont des problèmes géopolitiques. Et les problèmes géopolitiques, c'est des problèmes pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est le problème de notre sécurité, de notre prospérité, de la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est pas du tout des problèmes généraux, globaux. On voit bien ce qui se passe avec les... Bon, eh bien, regardez le débat politique intérieur. Il est déserté par ces grands enjeux. Donc il y a quelque chose de, je dirais pour parler comme Shakespeare, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Il y a quelque chose qui ne colle pas, et c'est pour ça que je donne... Alors je ne suis pas entièrement d'accord avec le fait que c'est simplement économique. Et je crois que je comprends bien ce que vous dites. Et c'est vrai que l'obsession de l'argent est une obsession réductrice, vous avez tout à fait raison. Mais je pense que c'est ce que nous ne comprenons pas, c'est que la politique, c'est pas de l'avoir, c'est de l'être. C'est notre façon d'être ensemble, d'être les uns avec les autres, dans un pays, dans un continent, dans une planète. C'est d'être, cette question de l'être cède à celle de l'avoir. On dit l'Europe, qu'est-ce que va me donner l'Europe? L'Europe n'est pas là pour donner, de même que la France n'est pas là pour donner. L'Europe, c'est notre manière d'être. On est européen, on participe d'un ensemble, de même qu'on est français et on participe de l'ensemble français. Et toutes ces questions-là sont éliminées au profit d'une sorte les partis politiques n'existent plus. LR a fait un petit effort. Là. Ils ont quand même rassemblé des gens pour élire leur président. À gauche, c'est absolument terrifiant. Ce qui se passe au Parti socialiste, c'est absolument terrifiant. Ce qui se passe chez les miens, dans le bloc central, c'est également absolument dérisoire. Donc il n'y a plus les ressorts qui permettent de motiver les gens. Alors, quelle est la solution? Je ne sais pas, mais je crois que dans le système qui est le nôtre, qui a ses qualités et ses défauts, mais qui est très profondément personnalisé, c'est quand même, je crois, de l'élection présidentielle que peut surgir effectivement une offre politique qui permettrait de remobiliser un certain nombre de forces. Ça pourrait être autrement. C'est la Ve République qui a établi cette élection du président de la République au suffrage universel. C'est donc là que peut venir, sinon le salut, du moins le coup de pied au fond de la piscine qui nous permet de remonter. Mais je suis quand même frappé par l'étendue, la multiplicité des délitements entre les Français, les Européens et le reste du monde. Nous sommes dans une société, chacun est dans son tunnel, dans sa galerie, ne regarde pas ce que font les autres, et alors que nous sommes confrontés à des défis qui demanderaient une solidarité extrême, notamment les défis écologiques, les défis économiques, le défi géopolitique, le défi démographique, tout ça, nous avons des chantiers immenses qu'un esprit de coopération organisé devrait nous permettre de relever. Nous ne le faisons pas pour des raisons très profondes. Moi, je dois dire, si vous voulez, j'ai le sentiment, je voudrais dire ça, et puis je m'arrête, je parle trop, mais moi, je suis né en 1946, et j'appartiens à une génération qui a eu le sentiment justifié d'avoir eu le meilleur dans l'histoire des hommes, et le meilleur géographiquement par rapport au reste de la planète. Elle n'a pas été une société parfaite, mais ce que nous avons inventé en termes de prospérité, en termes de démocratie, en termes de solidarité, en termes de respect les uns des autres, en termes de gestion collective au sein de l'Europe, de conflits d'intérêts qui étaient réglés naguère par le fer et par le sang, c'est ce que nous avons fait de meilleur. Or, je constate que ce trésor, ce véritable trésor, eh bien, non seulement est menacé, mais n'est plus considéré par beaucoup de nos concitoyens comme un trésor. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que c'est là-dessus, et là-dessus seulement, qu'on peut, je dirais, je suis un peu réactionnaire en disant cela, mais je ne crois pas. C'est là-dessus, et là-dessus seulement, qu'on peut bâtir quelque chose pour l'avenir. Et là, je crois qu'il faut vraiment recoudre le tissu politique, économique, social, et je pense que là, on a besoin d'un appel d'air qui ne viendra pas, selon moi, des partis extrémistes, et que le bloc central semble effectivement, comme le Parti socialiste,
semble aussi actuellement bien incapable de susciter. D'où mon inquiétude. Donc j'attends, réfléchissez à la présidence de la République, réfléchissez au choix que vous ferez dans 2 ans. Ça sera le choix essentiel pour la collectivité française, et peut-être parce que la France a son rôle en Europe, plus que son rôle en Europe, pour le destin de notre vieux continent. Ouais, je peux rebondir. Oui. Et je vais rebondir en élargissant, ça va, je pense, te satisfaire. Actuellement, quand on regarde le monde, alors qu'on était depuis environ au moins 200 ans, les mêmes causes produisant les mêmes effets, dans un monde qui convergeait vers un modèle qui était plutôt un modèle européen et qui est devenu un modèle occidental quand les Européens ont été aux États-Unis et puis que les États-Unis sont devenus la caisse de résonance du modèle, une espèce de convergence qui s'est donc accélérée depuis la chute du mur, enfin au moins depuis 40 ans, à mon avis un peu avant la chute du mur. Et là, on est parti dans un monde, dans un domaine, dans un monde en divergence, en fragmentation, comme un Big Bang. Les forces centrifuges sont beaucoup plus fortes que les forces centripètes. Et ce qui me frappe, partout où on va, d'abord c'est que tout le monde est conscient de ce modèle, et du coup nous, Européens qui étions au centre du jeu avec les Américains, on devient marginal, puisqu'il n'y a plus de centre, hein, et donc c'est le monde multipolaire, tout le monde se gargarise, mais en fait multipolarisme avec le retour de la géopolitique, des intérêts, et à un moment où on est 8 milliards d'êtres humains, plus de 8 milliards d'êtres humains sur la planète, alors que quand je suis né, on était un peu plus de 3 milliards. Donc clairement des interactions, des interdépendances, et en même temps une rareté des ressources, qui font que c'est un environnement un peu nouveau, où on est à la fois un peu un retour au 19e siècle, si on peut dire, un retour à la géopolitique, aux États puissants, concurrentiels, etc., et en même temps une nécessité d'interdépendance, enfin d'interaction et d'interdépendance, parce qu'on est tellement nombreux et puis que le système s'est organisé autour de cette densité d'acteurs. Et donc c'est un 19e mélangé avec le 21e siècle. Bon, en tout cas, une chose on me frappe quand je me promène par exemple au Moyen-Orient, sujet du moment, puisque bon, vous suivez les actualités. Et j'étais en Irak il n'y a pas très très longtemps et on discutait avec quasiment tout le Moyen-Orient, j'étais le seul Européen. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a des États qui ont réglé leurs problèmes identitaires. Et ceux-là ont une stratégie. Donc au Moyen-Orient, c'est facile, hein, il n'y en a pas 36. Hein, il y a Israël, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte. Et puis les États qui n'ont pas réglé leurs problèmes identitaires, parce qu'ils sont multi-identitaires, multiculturels. Et ceux-là, c'est les terrains de jeu des autres. Et là, vous avez le Liban, la Syrie, l'Irak, le Yémen, et puis peut-être la Jordanie bientôt, qui tient, on ne sait pas très bien comment, parce que les autres n'ont pas voulu faire la pichenette qui allait bien pour partir. Mais voilà. Et bien, moi, c'est assez intéressant parce qu'on en parlait, il y avait tous ces pays qui étaient représentés, et ce constat, tout le monde le faisait à peu près, en disant notre vrai problème, en l'occurrence, on était en Irak, donc les Irakiens disaient, si on ne règle pas notre problème identitaire, si on n'arrive pas à créer, faire nation, exactement ce que je disais tout à l'heure, faire communauté, eh ben, nous allons être les proies et nous partirons au vent. Bon, je reviens sur notre Europe et notre France. Le mot identité n'est pas un mot cochon. Le mot identité, c'est comme le mot nation. Ça poussé à l'extrême, et quand ça devient l'alpha et l'oméga des activités, évidemment, c'est complètement absurde, comme tout ce qui est extrémiste. Mais définir qui nous sommes, pour pouvoir nous être capable de dire nous, et donc de dire eux. Et dire eux, c'est pas stigmatisant, c'est simplement faire la différence entre eux et nous. C'est le début d'une relation, en tout cas saine, apaisée je ne sais pas, mais au moins saine avec son entourage, et ça permet de commencer à discuter et à coopérer. Bien sûr aussi à faire des rapports de force. Aujourd'hui, c'est clair que les rapports de force sont de retour de façon très violente, et comme je vous l'ai dit, la notion de rareté, tout le monde l'a en tête. C'est peut-être faux, parce que si ça se trouve, il y aura largement de quoi nourrir bien plus que 8 milliards d'êtres humains sur cette planète. Mais dans la pratique aujourd'hui, tout le monde a en tête le fait qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, et qu'il y aura les gagnants et les perdants. Donc ça crée de la tension, c'est évident. Et le monde dans lequel on vient, c'est un monde dans lequel les missiles vont voler, mais les conteneurs vont continuer à circuler, et la coopération pour le réchauffement climatique, ou la lutte contre la criminalité, ou contre le prochain Covid, se fera. Les Ukrainiens ont acheté du gaz aux Russes jusqu'à l'année dernière, alors qu'ils étaient en pleine guerre.
Alors ça nous choque. En fait, non, l'humanité est comme ça. Et je pense qu'il faut qu'on réapprenne dans ce nouveau monde à redéfinir qui on est, qui sont les autres, ce qui ne veut pas dire nécessairement, d'ailleurs, ce qui est la base d'une coopération, et d'une coopération normale avec une altérité comprise, et de temps en temps des rapports de force, et qui nous permettra de régler tous les problèmes, les défis que vous avez évoqués, qui sont largement, parce qu'on a effectivement, on est en plus confronté à des défis collectifs qu'on n'a jamais connus jusqu'à présent, depuis que l'Homo sapiens est sur cette terre. Oui, je suis évidemment d'accord sur la notion d'identité. Je crois simplement que le problème d'aujourd'hui, c'est que l'identité est fractionnée. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un niveau identitaire très fort au niveau de la nation, mais il est très contesté également. Et vous avez par exemple, pour un certain nombre de militants d'extrême gauche, la véritable identité, c'est la ZAD, une communauté très réduite, centrée sur des valeurs très fortes de protection des espèces, de lutte contre les dérives capitalistes et une unité qui se réduit à très peu de choses. Vous avez une fragmentation générale de la notion d'identité, parce que précisément nous sommes dans une situation que Durkheim aurait qualifiée de situation anomique, c'est-à-dire où on n'a pas une vision que nous avions avant, parce qu'avant, entre les catholiques, les gaullistes, les communistes, il y avait en fait un soubassement assez profond, assez identique à l'idée de nation. C'était une nation, c'était le peuple, c'était l'État, c'était la République, et ça avait assez bien fonctionné. Et là, ça s'est disloqué. Je voudrais dire un mot sur Israël. Je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait qu'Israël a trouvé à régler son problème identitaire. Je crois que c'est précisément parce qu'Israël ne l'a pas réglé que nous sommes en partie, c'est pas la seule cause bien sûr, dans la situation tragique où nous sommes. J'ai eu écho j'ai déjeuné avec un ami, un ambassadeur très prestigieux, récemment, qui m'a raconté, qui m'a dit que le problème lui avait été lumineusement exposé il y a déjà plus de 30 ans, lors d'un déjeuner qu'il avait eu en tête-à-tête avec Yitzhak Rabin. Et Rabin lui avait dit ceci. Il lui avait dit il est essentiel qu'il y ait un État palestinien. Parce que s'il n'y a pas d'État palestinien, le projet sioniste sera compromis, n'existera plus. Car s'il n'y a pas d'État palestinien, nous ne pourrons pas fonctionner démocratiquement dans cet ensemble comprenant une large partie de Palestiniens, et nous trahirons donc à ce moment-là l'idéal sioniste, l'idéal des fondateurs de l'État israélien, qui était l'idée de constituer un foyer juif sur des bases libérales et démocratiques sur le plan politique. Et je crois que cette prophétie de Rabin, qui a été assassinée quelques jours, m'a dit mon ami, quelques jours seulement après ce déjeuner, était absolument prophétique. Et le problème de Netanyahou, le problème que se pose à Israël aujourd'hui, c'est que justement, ils ont un problème d'identité, et comme ils ont un problème d'identité, ils essaient de le résoudre, ce qui est assez courant pour les gens qui ont un problème d'identité, par la fuite en avant. Le traitement de Gaza est effectivement, de ce point de vue-là, très impressionnant. J'ai beaucoup discuté avec les dirigeants palestiniens. Je me rappelle avoir eu une conversation avec Mme Braun-Pivet, autour de Mme Braun-Pivet, avec le président de la Knesset, et je n'arrivais pas à lui faire dire, parce qu'il n'avait pas cette réponse, je lui ai fait dire, mais au-delà de la guerre que vous menez, qui est une guerre de légitime défense, compte tenu de l'agression terroriste ignoble dont vous avez été victime le 7 octobre, au-delà de ces péripéties militaires, quel est votre projet politique? Nous savons tous, depuis Clausewitz, que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que la guerre serve un objectif politique. Et il était incapable, et il ne désirait pas répondre. Je lui ai posé ça à 3 reprises, et il ne désirait pas répondre à cette question. Donc je crois que c'est une allusion particulière, je ne conteste pas du tout votre raisonnement global, mais je crois que parmi ceux qui ont
qui ont trouvé ou pas trouvé leur identité. Je crois que le problème de l'identité israélienne est un problème central dans la crise actuelle. Je savais que cet échange serait passionnant et nous emmènerait loin, y compris sur des considérations géopolitiques. Oh, ça, c'est pas géopolitique, c'est dans le sujet. On est dans le sujet. On est dans le sujet. Et d'ailleurs, sur le maintien de la démocratie, le lien entre démocratie, identité et organisation. Je voulais vous entendre sur des considérations peut-être un peu plus pratiques enfin plus particulières sur les menaces sur la démocratie. D'abord sur les menaces sur l'état de droit et notamment une question pour Monsieur Bourlange. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la remise en cause de la séparation des pouvoirs? Je pense notamment aux contestations régulières, notamment de la part des élus, de décisions des juges, que ce soit les décisions du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, je crois que c'est un problème important, mais ça tient au fait que nous sommes en situation d'anomie. C'est-à-dire que les juges fonctionnent normalement à partir du moment où il y a un consensus sur les valeurs fondamentales d'un État. Or, actuellement, il y a un dissensus assez important. Et donc, quand des juges qui sont par définition des autorités non élues interprètent d'une façon... regardez la récente décision sur les jeunes, elle est très typique, interprète d'une façon choquante pour une partie du corps social, évidemment ça provoque des mises en cause. Moi je crois que, je vais vous dire les choses telles que je les vois un peu cyniquement. Je pense que la justice a été indépendante en France sous l'Ancien Régime. Mitterrand pensait ça. Mitterrand était très hostile par les juges. Il dit méfiez-vous, les juges ont liquidé l'Ancien Régime, ils ont liquidé la monarchie, ils vont nous liquider. Bon. C'était très, très intéressant. Et en tout cas, la République n'a jamais protégé les juges. La République a institué un système hypocrite selon lequel les juges étaient indépendants, mais leur carrière était dans les mains du pouvoir politique. Avec ça, vous arrivez bien, hein, vous arrivez à vivre. Les juges sont indépendants depuis une trentaine d'années. Et à mon avis, c'est bien, mais il faut quand même, mais ça pose toujours le problème posé par le droit romain, quis custodes custodet. Qui gardera les gardiens? Qui contrôlera les gardiens? Alors, ça se passe assez bien sur le plan national, même si il y a des choses inadmissibles, hein, le mur des sons, etc. Bon, mais ça se pose assez bien parce que le système est assez régulé. Sur le plan européen, ça pose un petit problème parce que le pouvoir politique est un peu infirme. Or, les juges ont donc une tendance à être relativement indépendants de l'autorité politique, parce que l'autorité politique, c'est 27 États qui ne s'entendent pas entre eux, etc. Donc il y a donc il faut, mais ça implique pas du tout que les juges soient, ça implique qu'ils fassent attention, ça c'est clair. Je crois que là il y a un problème, mais le problème à mon avis que vous posez, il va au-delà, c'est que nous sommes ressaisis un peu partout par des idéologies que nous croyons avoir abolies, qui consistent à considérer que la règle de l'état de droit n'existe pas, importe peu, que c'est la force qui compte et uniquement. Et on aboutit notamment à cette culture de plus en plus développée qui vise à distinguer la démocratie des libertés, comme s'il pouvait y avoir un pouvoir démocratique simplement parce que c'est le suffrage universel les gens se rendent aux urnes et que ça suffisait à faire une démocratie, dès lors que toutes les libertés fondamentales d'opinion, d'expression, de réunion, de mouvement et l'indépendance de l'université, l'indépendance de la justice, si tout ça manque, il n'y a pas de démocratie. Or, ce sont des systèmes dits libéraux qui existent. Aller en Hongrie, ce n'est pas une démocratie. Or, je vois que de grands partis politiques, ceux qui disent avoir achevé leur mue,
leur dédiabolisation, comme on dit, restent complètement fidèles à la logique de M. Orban ou de M. Fisco en Slovaquie. Ce ne sont pas des démocrates, ce ne sont pas des libéraux. Et de même à l'extrême gauche, on a quand même un mépris total du côté de LFI, mais total pour l'état de droit, pour la vie parlementaire, pour tout ça. Je crois que c'est là que le problème le plus dur se propose, même si le problème que vous posez du rapport entre l'autorité judiciaire et l'autorité politique que j'ai évoqué tout à l'heure est un problème qui n'est pas susceptible de trouver une solution. Par exemple, de 2008 à partir de 1902. Qu'est-ce qui se passe? Un petit mélange si c'est une contestation, qu'elle s'exprime. Non, c'est plutôt une intervention inopinée d'un ordinateur. Justement, pour rester sur ces questions de l'amiral voudrait bien dire quelque chose. Oui. Juste un mot, une phrase. La nature a horreur du vide. Dans une période de temps calme, on a eu des politiques de temps calme. Bon. Aujourd'hui, les juges prennent plus de place parce qu'il y a de la place et on a fait moins de politique. La tempête arrive et je pense, je pense qu'il y a une problématique de RH presque. Donc aujourd'hui, il suffit d'avoir une grande gueule pour donner l'impression d'avoir du caractère et de pouvoir tenir la tempête. Donc les gens qui se mettent à crier fort, on se dit, bah tiens, pourquoi pas? Je pense que la fonction crée l'organe, très vite vont sortir des gens qui ont une vraie colonne vertébrale, qui sont prêts pour la tempête. Alors ceux-là, généralement, Churchill l'a montré après la guerre, après la tempête, on les fouille, on les renvoie, parce que c'est des gens très pénibles en temps de paix, en temps calme. Mais dans les temps difficiles, on a besoin de gens... et de Gaulle. Absolument, oui. On a besoin de gens de caractère. Mais avoir du caractère, c'est pas crier plus fort que les autres, et c'est pas tout casser en disant c'est moi le chef et personne d'autre. Et je pense que là, on vit cette période et on le ressent un peu. On sent que le temps se gâte. On a le sentiment que peut-être qu'il y a une relève de la classe politique à faire. Et pour l'instant, ceux qui sont les premiers à émerger, c'est plus simple. C'est ceux qui crient le plus fort et qui parlent plus fort que les autres. Et je pense que c'est un transitoire. Et naturellement, moi je suis assez confiant. Si on a le temps, si on nous laisse un peu de temps, si la météo ne se dégrade pas trop vite, on aura le temps de remettre en place un système avec un nouvel équilibre. Toujours sur l'état de droit, puisque vous parliez des libertés, est-ce que aujourd'hui le besoin de renforcement des moyens juridiques et de surveillance qui répondent à un objectif de sécurité peut constituer un risque pour l'état de droit? Certains disent que aujourd'hui le cadre juridique qui s'est renforcé pour des besoins de protection fait que avec un gouvernement qui serait on va dire plus autocratique, la capacité à atteindre aux libertés est déjà là dans les textes. Moi, je crois tout à fait. Je crois que l'élection du 47e président des États-Unis, la collusion qu'il a manifestée avec un certain nombre de chefs d'État, de chefs de gouvernement non démocratiques, comme d'abord évidemment le président Poutine, mais il y en a d'autres, les complaisances qu'il a manifestées, qu'ont manifesté ses lieutenants envers des partis extrémistes comme en Allemagne, tout ça montre qu'il émerge quelque chose de très fort, de très puissant et de très inquiétant. C'est-à-dire une sorte de nouveau pouvoir qui repose sur plusieurs principes. Premier principe, l'unité du pouvoir. On renonce à la séparation des pouvoirs. Il faut une présidence impériale. C'est très clairement affirmé par les doctrinaires qui entourent le président Trump. C'est évidemment le cas en Chine, c'est évidemment le cas en Russie. Deuxièmement, c'est
le mépris de la règle de droit international. On peut dire tout ce qu'on veut sur ce qui s'est passé hier, mais c'est une atteinte à la règle de droit. Et puis, c'est pas seulement ça. Quand on voit la façon dont le président Trump envisage les relations avec le Canada, avec le Groenland, avec le Mexique, etc., on est vraiment dans une situation qui est symétrique de celle de M. Poutine et symétrique de celle des Chinois sur le Tibet ou sur les Ouïghours, qui est de dire les grandes puissances ont un droit de contrôle de leur entourage, qui est contraire absolument à la règle internationale. Troisièmement, et alors là je souscris tout à fait à ce qu'a dit l'amiral tout à l'heure, c'est le problème de l'argent. C'est-à-dire que c'est une plutocratie absolue. Notamment, les conflits d'intérêts ne sont pas un obstacle, c'est une règle, c'est une condition de la compétence. Si vous êtes conflicté, c'est que vous êtes compétent. Et donc, on a le pouvoir des super riches qui s'installent partout. Mais c'est les oligarques en Russie, les milliardaires chinois et évidemment l'oligarchie américaine. Et enfin, la plutocratie américaine. Et le quatrième élément, qui est exactement celui que vous visiez tout à l'heure, c'est-à-dire la technologie. Une technologie qui est conçue d'une façon extrêmement redoutable, tous les moyens de la révolution numérique, de l'IA, etc., qui sont mis au service d'une domination orwellienne des populations par les classes dirigeantes. Alors ça fait un composite idéologique qui est effectivement tout à fait opposé à ce que nous représentons, à ce que nous voulons défendre, nous autres Européens, enfin pendant quelques années encore, parce que on voit bien que là aussi en Europe on est cerné, mais tout à fait contraire à ce que nous défendons en Europe, et qui explique l'espèce de connivence, de complicité fondamentale entre M. Trump et M. Poutine, par exemple. Ils sont habités par la même vision du monde. Et ça, c'est quand même quelque chose d'absolument terrifiant qui pourrait orienter la planète vers le meilleur des mondes, entre guillemets, si nous n'arrivons pas à réagir. Et c'est pourquoi je pense que je suis affligé de voir que les Européens multiplient les cénacles, les rencontres, les déclarations, les communiqués, mais c'est un peu comme dans l'opéra, hein. Marchons, 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 et le cœur reste assez immobile. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. On vit une période de rupture. Je pense que tout le monde en a conscience. C'est pas une crise. C'est pas une crise comme on en a connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des crises et après, il y avait quand même toutes les décolonisations. Il y avait un avant et un après. Mais enfin, au moins depuis 30 ans, on a des crises et on règle le problème et on continue sur notre courbe. Après, l'état final est à peu près l'état initial, à peu de choses près. Et en fait, tout ça va dans le même sens. Aujourd'hui, on vit une période comme il y en a une par siècle, où il y aura un avant et un après, et l'après sera très différent de l'avant. On ne sait pas très bien de quoi sera fait l'après, mais c'est vrai que les règles sur lesquelles on s'était organisé depuis 80 ans explosent complètement. Et pour moi, d'ailleurs, la stratégie trumpienne, c'est juste les États-Unis qui ont compris qu'ils n'arrivaient pas à sauver le système. Et donc, ils tournent la table et ils s'adaptent à un nouveau monde qu'ils ne veulent plus sauver. Parce qu'ils se sentent, ils ont l'impression que ça leur demanderait trop d'efforts pour un gain pas suffisant. Nous, Européens, nous sommes les derniers conservateurs du système, avec quelques amis en Asie pour l'instant. C'est un système beaucoup plus rugueux, beaucoup plus dur, beaucoup plus violent, où le rapport de force est la norme, où la question de savoir qui on est, qui sont les autres, donc je reviens sur la question d'identité, est clé, parce que les Chinois, ils le savent très bien, les Russes aussi, les Turcs, les Américains, même si eux, ils savent qu'il y a un problème interne à gérer, mais je pense que c'est une priorité pour l'administration Trump, parce qu'ils savent très bien que c'est un vrai sujet, et que s'ils veulent peser, il faut qu'ils le règlent. Bref, nous, Européens, aujourd'hui, on est en faiblesse. Dans un monde qui est beaucoup plus dur, dans un monde où notre modèle est remis en cause, et il n'est plus du tout, il fascine plus personne. Plus personne ne veut devenir européen. Les gens veulent bien venir en Europe pour profiter de leur dû, d'ailleurs, ce qu'ils considèrent être leur dû.
et non pas le succès d'un modèle qui marche bien. C'est juste un juste retour de ce qu'on leur a pris. Hein. C'est comme ça que le président Tebboune parle de la France. Hein. Il dit on a droit à 130 ans de visa puisque vous nous avez colonisé 130 ans. Donc c'est un juste retour de ce que vous nous avez pris. Bon, ça montre bien l'état d'esprit des gens qui sont autour de nous. Donc, et toute la question, c'est dans ce monde de prédateurs, comment survivre, plus que survivre, comment peser, comment gagner, parce que c'est ça l'objectif quand même, c'est pas simplement de gérer notre défaite progressive sur 50 ans, c'est de gagner, de rebondir et de recréer une dynamique qui nous est favorable dans un monde de prédateurs sans devenir un prédateur, dans la cage aux fauves sans devenir un fauve. Il faut avoir conscience quand même qu'on a des fauves autour de nous et qui n'ont qu'une envie, c'est de nous bouffer tout cru. Donc je pense que là, il y a une logique, c'est une révolution intellectuelle, c'est une révolution organisationnelle, c'est aussi une révolution de personnes, de personnalités. Je pense qu'on va changer de monde dans les années qui viennent. Et le vrai risque, et je rebondis sur ce que vient de dire M. Bourlange, je suis tout à fait d'accord, le vrai risque, c'est qu'on se dise, voilà, il faut être fauve pour survivre parmi les fauves. Voilà, on jette à l'eau 200 ans de progrès politique et social qui faisait la fierté de nos grands-parents et qui fascinait le monde. Même si à l'époque, il y avait encore des tas de défauts dans le système, mine de rien, on fascinait beaucoup plus le monde dans les années 50-60 qu'on ne le fascine dans les années 2020-2025. Et ça, c'est quand même une question qu'on doit se poser. Donc on doit quand même se remettre aussi en cause. Alors, quels sont les éléments de réponse à ces questions? Comment quelles sont les pistes? Moi, alors je ne vais pas vous surprendre. Je pense que la question de l'identité est clé. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes les héritiers d'un modèle. Nous avons 2500 ans d'histoire qui progressivement nous a créé, nous a fondé. Ça évolue en permanence, hein, c'est jamais arrêté ces affaires-là. Mais nous sommes d'abord, qui sommes-nous? Nous Français, nous Européens. Et si on a du mal à se définir, demandez aux autres. Ils savent très bien nous définir, pas toujours en termes très élogieux, mais ils savent très bien qui nous sommes et qui ils sont. Donc la différenciation, c'est pas la solution. C'est au contraire nous différencier pour comprendre l'altérité. Deuxièmement, accepter le rapport de force. Sinon, on va être bouffé tout cru. Donc ça, c'est clair. C'est quelque chose qui nous est très douloureux parce que on a tout construit depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a tout construit sur le dépassement du rapport de force par la norme, par le droit, par la coopération, par le consentement, voilà, par tout ce qu'on a fait. Et l'Europe est quand même un super succès. On a réussi à arrêter de se faire la guerre avec les Allemands, ce qu'on faisait depuis 3 générations. Et voilà. Donc c'est un succès. Mais ce succès, il est plus suffisant. Si Monnet et Schuman étaient vivants aujourd'hui, je pense qu'ils raisonneraient différemment. Ils construiraient une Europe différente. Je pense qu'ils seraient... Excusez-moi. Vous faites totalement erreur, Amiral. Je suis désolé, mais l'Europe est un modèle pour le monde. Pour les populations, pas pour les gouvernements. Parce que tous les gouvernements, pourquoi veulent-ils la fin de l'Europe? Parce qu'elle est justement le visage de leur caricature. Et les gens aspirent à la liberté. Je suis très étonné qu'on n'ait pas mentionné une seule fois dans cette discussion le mot de liberté. C'est le fondement de l'aspiration des gens, des populations. Ils aspirent à la liberté et seule l'Europe est aujourd'hui capable de la leur donner. Et les gens veulent venir en Europe, pas uniquement à cause des prestations sociales, mais aussi parce que c'est un régime de liberté. Et donc si nous abandonnons ce régime de liberté, nous perdons notre âme. Voilà. Mais nous sommes un exemple pour les populations et un espoir pour les populations du monde. Et ça, il faut que nous en soyons conscients. Alors, si je peux... J'adore la contradiction. Je suis à la tête d'un think tank. Donc, moi, c'est mon métier de contredire, enfin, de prendre la contradiction, et pas du tout pour le ping-pong. Hein. J'entends ce que vous dites. 2 choses dans ce que vous dites. Et là, vous répétez ce que je viens de dire, et je pense qu'on sera d'accord. C'est ne pas devenir un fauve parmi les fauves. Donc ne pas lâcher notre héritage. Donc qui sommes-nous? Soyons fiers de notre héritage. En revanche, ayons conscience que le monde n'est pas un jardin d'enfants et que c'est Jurassic Park. Troisièmement, je suis pas si sûr que ça. Alors, je veux pas faire de grands débats philosophiques sur la fin de l'histoire et le fait que notre modèle héritier
de 2500 ans de judéo-christianisme matiné de grec, de rationalité grecque, et finalement un modèle qui pourrait être universel et adoré par tout le monde. Moi, ce que je sais, c'est que, et là, c'est pas que les chefs d'État. On a été en Afghanistan pendant 20 ans. On a mis des petites filles dans les écoles. On leur a appris l'égalité des conditions chez Tocqueville. Très bien. Ils nous ont mis dehors. Il n'y a pas eu un coup de feu. Il n'y a pas eu un coup de feu quand les talibans sont arrivés. Il n'y a pas eu un coup de feu. Il n'y a pas un Afghan qui s'est battu ni une Afghane, qui s'est battu pour préserver le modèle qu'on avait tenté de passer, le message qu'on a tenté de passer pendant 20 ans. 20 ans. Moi, j'ai été en Afghanistan pendant 20 ans, avec des sommes effroyables, avec des gens qu'on a tués pour essayer de développer pour les... Et puis un matin, les talibans sont arrivés, tout le monde nous a dit dehors, et on est parti, et personne s'est battu. Les Ukrainiens se sont battus. Les Ukrainiens, oui, je suis d'accord avec vous, et Poutine ne s'y attendait pas. Et il y a des Iraniennes qui se battent pour la liberté. Et bien sûr, je suis très fier et j'ai pris des risques pour défendre ces valeurs. Mais admettons au moins qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, si on fait un sondage dans le monde entier, et les sondages ont été faits, ça a été donné en introduction, dans le monde entier, le modèle européen, ce modèle que nous portons, qui nous est cher, mais tant mieux, gardons-le et sauvons-le, eh ben, il ne fait pas l'unanimité. Voilà. C'est un fait. Alors on peut dire, ils sont manipulés par les Russes, les Chinois, les Turcs, tous ceux qui ne nous aiment pas, les dictateurs. Je veux bien, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Il y a aussi autre chose. Et d'ailleurs, ça nous pose la question, c'est une petite blessure narcissique, qu'avons-nous fait de notre modèle? Voilà. Sommes-nous à la hauteur du modèle que nous représentons? Et je pense qu'il y a une part aussi d'amour déçu, peut-être. Vous voyez, là, c'est un chemin qu'on peut faire ensemble, peut-être. C'est une déception. Il y a des gens qui ont été fascinés par le modèle européen, y compris du temps de la colonisation, qui étaient fascinés. Aujourd'hui, moi je passe mon temps en Afrique et au Moyen-Orient, les gens sont plus fascinés par notre modèle. Je suis désolé de le dire, et pas du tout. Même plutôt dégoûtés. Vous voyez, et franchement, c'est pas facile à entendre quand vous êtes dans un débat comme ça avec des gens qui vous disent mais votre modèle c'est à gerber. Voilà. Qui dit ça? Les populations ou les... Ouais, les populations, des gens comme vous, comme moi. Ne distinguez pas trop les hommes politiques et les gens qui les ont élus. Il y a pas mal de points communs. C'est la rage de Caliban reconnaissant son image dans le miroir aussi, la crise de la démocratie. Mais sur la liberté, sur notre modèle, je voudrais répondre à la question. Oui, je crois que effectivement, notre modèle est quand même présente un attrait universel, pour les gens, pas pour les États. Mais nous ne pouvons évidemment pas accueillir l'ensemble de la planète. C'est l'idée que on disait qu'il fallait accueillir les femmes afghanes parce qu'elles étaient humiliées. C'est pas possible. On ne va pas prendre en France, en Europe, la moitié de la population d'un État. La solution est évidemment ailleurs. Et effectivement, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Ça a été une très très grande déception quand on voit l'immensité et la multiplicité des investissements qui ont été faits après l'élimination des talibans pour essayer de mettre ce pays sur la bonne voie, et ça a été un échec complet. Nous sommes fait foutre dehors de la plupart de nos pays alliés d'Afrique occidentale. Moi, j'ai un de mes neveux qui est mort en opération, là, un petit neveu, qui était un garçon absolument merveilleux, qui était dévoué, etc. Ça m'afflige de voir qu'à ce moment-là, le dirigeant du Mali m'explique que mon petit neveu était un sale type, quoi. C'est pas admissible. Mais au-delà de ça, je voudrais répondre à la question qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'en termes de gouvernement, c'est pas très compliqué. Je prends un exemple simple. On a 31,5% du PIB consacré au financement du système social. On a 2% consacrés à la défense. Ils vont signer des trucs sur les 5%, mais ça c'est de la blague. On a besoin, très clairement, je crois que les chiffrages de Le Cornu sont justes, pour
adapter notre appareil militaire aux exigences, on a besoin de passer, on a certainement des tas de réformes qualitatives à faire avec nos collègues, nos partenaires européens. Mais si on passait à 3% ou à 3,5%, ce serait déjà considérable. Bien, ce n'est pas me dire qu'on ne peut pas trouver 1,5% sur les 31%, ça oblige à mettre en cause le système de l'État-providence et notre système. Non, on peut faire, ça implique de faire des efforts, pas des sacrifices. Ça implique de faire preuve dans l'éducation nationale de rigueur, de responsabilité, d'essayer d'imaginer des modes d'organisation un peu différents, plus responsabilisants des établissements. Ça implique des tas d'efforts individuels, locaux, collectifs aussi, mais ça n'est pas du tout une révolution par rapport à nos principes. On n'est pas obligé, pour être à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres dans un monde effectivement de plus en plus dur et de plus en plus menaçant, on n'est pas obligé de sacrifier notre système, qui est un système assez profondément merveilleux, même s'il est assez profondément imparfait. Mais en revanche, ce qui est dur, c'est de savoir comment mobiliser un peuple autour de cette exigence de multiforme. Regardez le budget, il faut augmenter les impôts, mais payés par les autres. Il faut réduire les dépenses, mais pas celles que je touche moi-même. Tout ça est très difficile et on ne voit pas émerger actuellement la femme ou l'homme qui pourrait effectivement être une sorte de Churchill de partant de paix, une sorte de Gaulle. On a eu des gens comme ça, les grands dirigeants du début de la Troisième République, Gambetta, Ferry, etc., Clémenceau, c'était des gens tout à fait remarquables et qui ont quand même, quand on voit la réaction de la France entre 1870 et 1875, alors que ces gens étaient divisés sur le plan du régime, il y avait des monarchistes, des républicains, ils ont réussi à se rassembler pour vraiment relever la France après la terrible défaite qu'elle avait subie. C'est ça, le problème est un problème politique. Moi, j'ai 79 ans, je ne peux plus contribuer à ça réellement, sérieusement, mais je trouve que j'enrage de ne pas pouvoir servir effectivement une démarche politique qui permettrait au pays de se redresser. Je pense qu'en Ve République, c'est quand même l'élection, je le disais tout à l'heure, c'est quand même l'élection présidentielle qui est l'élection phare. C'est peut-être, on aurait pu imaginer autrement. En y réfléchissant bien, je trouve que c'est pas le meilleur système, loin de là. Mais il existe et personne ne va le supprimer. Personne ne va se lever dans cette salle ou ailleurs pour dire j'ai une idée, on va cesser d'élire le président de la République nous-mêmes. Ça marchera pas. Donc on a cette donnée et il faut effectivement que s'organise autour de cette élection quelque chose qui ressemble à je n'aime pas le mot sursaut, parce que le sursaut, ça donne l'impression, c'est une hésitation entre la surprise et le spasme final. Mais en tout cas, une renaissance, une reprise en main, une remobilisation du pays, et je ne sens pas actuellement les forces converger vers cette exigence. Et c'est pourquoi vous trouvez en moi un interlocuteur plus pessimiste que je ne l'ai été naguère, et très inquiet. Et enfin, le pire n'est pas toujours sûr. On a quand même un certain nombre de mois, et mon ami Max Gallo, avec lequel j'étais en désaccord surtout, mais c'était mon ami, Max Gallo disait, et il avait tout à fait raison, la seule loi qui existe en politique, c'est la surprise. Et quand vous lisez le livre que monsieur, comment il s'appelle, le journaliste du Monde, vient de publier sur les élections présidentielles, il montre une chose très intéressante. Il montre que 6 mois avant, le candidat
qui a les faveurs du public n'est jamais celui qui est élu. La loi, disait-il, la loi, disait Gallo, la loi de la politique, c'est la surprise. Et donc, espérons, il y a parfois de bonnes surprises. Merci.